Donc pour vous, l'ambassadeur de la République du Rwanda en RDC n'a plus sa place à Kinshasa. Bien sûr, il n'a plus sa place parce que partout où M. Antoine il est en train de passer, il est en train de montrer à la communauté internationale que c'est Rwanda qui est derrière tous ces aventures qui se font au niveau de l'Est là-bas. Maintenant, vous accusez Rwanda, mais vous continuez toujours à faire des coopérations avec le Rwanda. Vous continuez toujours à négocier avec l'ambassadeur rwandais qui est encore à Kinshasa. Vous voyez que c'est la théâtralisation. Monsieur Mouzitou n'a pas une leçon à donner, Monsieur Fayulu, à ce qui concerne, Monsieur Kabila. Parce que mon premier Mouzitou, il fait partie des acolytes de Monsieur Kabila. Parce qu'il a travaillé avec Kabila. Il a dirigé avec Kabila. Là, ce sont des discours cosmétiques. Donc, il est en train de faire ça, il est en train de faire des sorties ratées. Parce que, comment le calendrier ne pas avoir un problème? Sur base de quoi nous allons y arriver aux élections? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Sur le plateau de la diaspora, un magazine qui passe en revue les questions d'actualité des leurs. Pour ce nouveau numéro, j'ai l'honneur de recevoir sur mon plateau un jeune qui s'appelle Bardeli Malonga. Avec lui, nous allons passer en revue les questions d'actualité des leurs en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, chez nous, nous posons le fait et c'est à notre invité d'analyser librement et de commenter librement l'actualité. Mais avant de le recevoir, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout, n'hésitez pas de liker et de partager nos vidéos. Vos commentaires, suggestions, propositions sont toujours bienvenus pour que nous puissions améliorer ce que nous faisons. Bardeli Malonga, bienvenue sur le plateau de la diaspora. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. La dernière fois que je vous ai reçu sur ce plateau, ça date de quelques mois déjà, j'ai reçu beaucoup de feedback de la part de nos téléspectateurs. Ils m'ont demandé de vous poser cette question. Êtes-vous, Bardeli, un analyste politique ou encore un acteur politique engagé? Merci beaucoup pour la question. Présentement, je suis un analyste politique. Mais dans le passé, je fus un acteur politique parce que j'étais au sein d'un parti politique. Mais présentement, je suis dans l'analyse politique. Certainement, dans les jours à venir, je vais prendre la posture d'un acteur politique. Merci beaucoup, Bardeli. Et avec vous sur ce plateau, nous allons passer en revue quelques questions d'actualité de l'heure en rapport avec votre pays d'origine, la République démocratique du Congo. Nous allons commencer par la situation sécuritaire dans le pays. Comme vous le savez, aujourd'hui, plus de 130 jours, la cité de Bunagana est toujours contrôlée par les M23. Les FARDC ont lancé une offensive il y a quelques jours, mais malheureusement sans grand succès. Quelle analyse faites-vous au jour d'aujourd'hui de cette situation, Bardeli? Merci beaucoup pour la question. C'est avec beaucoup d'amertume que j'aborde le dossier Bunagana, où déjà on est dans les 4 mois depuis que Bunagana est sous contrôle des occupants. Donc ça me fait vraiment mal de voir que jusqu'à présent, la partie est du pays est sous contrôle des occupants. Or pourtant, le gouvernement devait déjà prendre des mesures pour que nos FARDC puissent attaquer correctement le groupe rebelle. Or, ce qui n'est pas pour le cas. Ce qui n'est pas pour, le cas pour le moment. Donc, ça nous fait vraiment tellement mal par rapport à la situation qui se passe au niveau de l'Est du pays. C'est pour cela je suis convaincu que la situation qui se déroule au niveau de l'Est
Donc Kinshasa pourrait être complice par rapport à ce qui se passe là-bas. Parce que jusqu'à présent, nos FARDC, en principe, devraient déjà attaquer, devaient repousser les rebelles qui occupent Bunagana. Mais ce qui n'est pas le cas pour notre force armée. Donc, nos forces armées attendent encore que Kinshasa puisse leur donner le coup d'avoir ou bien leur donner des dispositions propice pour aller attaquer, ou je ne comprends pas vraiment ce qui se passe au niveau des présidents. Vous accusez Kinshasa de complicité par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo avec la prise de la cité de Bunagana par le M23. Mais le président de la République démocratique du Congo a récemment fait un réaménagement dans l'armée congolaise, et après les réaménagements, nous avons assisté à une première offensive de FARDC sur Bunagana. Est-ce que vous ne pensez pas que les choses passent à la vitesse supérieure? Bon, de mon avis, je pense que les choses n'évoluent pas encore. Parce que il y a récemment ici, le rebelle vient encore de nous taquer. Donc, voire même dans un hôpital de la place. Donc, le malade était là-bas, mais les occupants viennent de nous attaquer. Le remaniement, monsieur Antoine vient de faire récemment ici. Donc, ça n'a pas encore donné le fruit. Donc, en principe, le général qui a la responsabilité de l'armée, en ce moment, il n'est pas encore rendu à Bunagana. Il est encore à Kinshasa. Donc, il est encore à Kinshasa, il est encore en train de s'organiser pour qu'il puisse aller rejoindre nos FARDC au niveau de Bunagana là-bas. Que dites-vous de la diplomatie agissante menée par le président de la République démocratique du Congo par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo? Il a été à l'ONU et dernièrement, on l'a vu en Grande-Bretagne où il a plaidé pour que la communauté internationale puisse interpeller les Rwandais par rapport à cette situation. Donc moi je dirais que la diplomatie de M. Antoine, c'est une diplomatie, moi j'appelle ça la diplomatie en essai-erreur. Donc il fait la diplomatie en faisant des erreurs et puis il se corrige un moment donné. La diplomatie de M. Antoine, ça aboutit à rien vraiment, ça aboutit à aucun résultat, ça nous apporte absolument rien. Parce que depuis qu'il est en train de faire ses voyages, depuis qu'il est en train de faire des tours, depuis qu'il est en train d'aller trouver la solution pour l'Est du pays, donc jusqu'à présent il n'y a aucune solution. Donc ces voyages, sa diplomatie apporte vraiment rien au niveau de l'Est du pays. Parce que si M. Antoine, il était très fort en diplomatie. Moi, je pense que à ce jour où nous sommes, l'ambassade de Rwanda ne devait pas être à Kinshasa. L'ambassadeur de Rwanda devait déjà retourner à Kinshasa, devait déjà retourner à Kigali pour qu'il comprenne que la diplomatie de M. Antoine est très forte pour que la solution puisse se trouver au niveau de l'Est du pays. Donc pour vous, l'ambassadeur de la République du Rwanda en RDC n'a plus sa place à Kinshasa? Bien sûr, il n'a plus sa place parce que partout où M. Antoine est en train de passer, il est en train de montrer à la communauté internationale que c'est Rwanda qui est derrière tous ces aventures qui se font au niveau de l'Est là-bas. Maintenant, vous accusez Rwanda, mais vous continuez toujours à faire des coopérations avec le Rwanda. Vous continuez toujours à négocier avec l'ambassadeur rwandais qui est encore à Kinshasa. Vous voyez que c'est la théâtralisation. Parce que la personne dont vous accusez, mais vous continuez toujours à la fréquenter et puis vous la parlez encore. Donc ça montre que, donc apparemment, il y a un jeu qui se fait entre M. Antoine et puis les gens qui sont derrière le M23, le Rwanda. Parce que c'est seulement si que M. Antoine il était très ferme avec Paul Kagame, il ne devait pas laisser l'ambassadeur rwandais dans les sols congolais. Mais il a quand même suspendu tous les accords qu'il avait conclus avec le Rwanda. Hein? Non, il a rien cessé parce que jusqu'à présent, il y a la force armée rwandaise.
sont encore au niveau de l'Est du pays. Ils sont encore là, en train de, soi-disant, aider nos FARDC. Donc, ça montre que, jusqu'à présent, M. Antoine, avec sa diplomatie, il est à bon terme avec, avec la République rwandaise. Parce qu'en regardant tout ce qui se passe, donc ça montre rien que M. Antoine, il vient de se séparer avec le Rwanda, rien. Parce que, en termes de diplomatie, les ambassadeurs, ce sont des présidents en miniature dans le pays à laquelle ils travaillent. Aussi longtemps, Vincent Karega. Vincent Karega, il est encore à Kinshasa. Donc ça montre que donc, il y a des coopérations entre Kigali et Kinshasa. Voilà, restons toujours dans cette partie du pays. Vital Kamerhe venait de faire une tournée dans l'est de la République démocratique du Congo, une tournée dénommée Tournée de la paix. Pour lui, il propose un dialogue tripartite entre le Rwanda, la RDC et l'Ouganda pour résoudre cette crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que ce énième dialogue est une solution définitive pour que la paix revienne dans cette partie du pays? Donc moi, personnellement, dans mon avis, je ne suis pas de même avis que Vital Kamerhe. D'abord, Vital Kamerhe, lui qui est simple président de son parti politique, comment il doit aller faire des tours à l'est du pays pour échanger avec ces gens qui sont en train de nous déranger. Donc, ce qui trouve, ce qui montre que donc ils sont en complice avec ces gens-là. Moi, je pense que on ne peut pas à l'ère à cette ère, on ne peut pas encore faire dialogue avec tous ces gens qui sont en train de nous déranger à l'est du pays. Donc moi je pense que faire le dialogue avec le Rwanda, avec le M23, donc c'est une mauvaise position. Parce que ce sont les gens qui nous dérangent à tout moment. Donc ce que nous devons faire, nous devons en interne s'organiser en interne, mettre des moyens, tout pour sécuriser nos frontières. Donc moi je pense que ce n'est pas la meilleure solution de dialoguer avec le M23 parce que le M23, si aujourd'hui on se dialogue avec le M23, sachez-le que demain après demain, il y aura encore d'autres gens qui vont encore planter à l'est du pays en connivence avec le pays frontalier, donc pour qu'on puisse encore nous menacer et puis au finish ils vont encore nous demander encore de se mettre encore à la table et puis se discuter ensemble. Donc moi je suis pas d'accord avec l'idée de M. Vital Kamerhe parce que ce sont des histoires qui font reculer le pays. Et que dites-vous de l'arrivée de forces sous-régionales composées du Kenya, de l'Ouganda et des autres pays de l'Est pour faire une zone tampon au niveau de Bunagana, entre la cité de Bunagana et les FARDC? Merci beaucoup pour la question. Monsieur le journaliste, vous savez, moi personnellement, je ne suis pas du tout content par rapport à l'arrivée de ces groupes armés qui sont venus en aide au niveau de l'Est du pays. Parce qu'en regardant très bien, d'abord, c'est que le général kenyan, avait dit qu'ils ne sont pas venus pour attaquer le M23, plutôt pour créer une zone tampon. D'abord, en disant déjà ça, ça montre que donc ils ne sont pas venus nous aider. Plutôt, ils sont venus pour leur intérêt. Parce que nous, on a besoin d'attaquer le M23 pour qu'on puisse y récupérer notre territoire Bunagana. Mais, subitement, le général kenyan dit que non, il n'est pas venu pour attaquer, mais plutôt pour créer un zone tampon. Or, en connaissant d'abord le mot tampon, par rapport au contexte à laquelle il parle en créant une zone tampon, ça veut dire que ils vont nous stopper de ne pas arriver là où opèrent les rebelles, et puis ils vont rester là-bas pour qu'ils puissent contrôler ces zones-là. Donc ce n'est pas une solution que nous on a fait appel à eux. La solution à laquelle nous on a fait appel à eux, c'est pour attaquer le M23 pour que notre territoire soit libéré. Mais selon vous, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Parce que Félix Tshisekedi, dans une interview accordée à
la radio France Internationale avait dit que les Kenyans passerait par Bunagana et que le M23 devait déjà se tenir prêt pour être délogé par les Kenyans. Mais curieusement, ils arrivent, ils n'entrent pas par Bunagana et il dit qu'ils vont juste créer une zone tampon entre Bunagana et l'autre partie de la RDC. Selon vous, qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que ces changements de position puissent être comme on l'observe maintenant? Donc moi, je dirais que M. Antoine avait fait une sortie médiatique ratée. Parce que c'est lui le garant de la nation, c'est lui qui gère le pays. Donc comment il va faire, il va faire une position à laquelle l'armée kenyenne va entrer pour occuper, va entrer pour essayer un peu de mettre leur système en place pour attaquer le M23, mais ce qui n'était pas le cas. Donc moi je pense que la contradiction là, c'est d'abord M. Antoine lui-même qui a créé ça. En principe, il ne devait pas dire un mot concernant l'entrée de l'armée kenyenne. Parce que ça fait partie des stratégies militaires et puis sécuritaires. Parce que aussi longtemps que vous vous dirigez pour aller attaquer un groupe de gens, mais quand vous donnez déjà votre position, donc déjà, le gens à laquelle vous comptez attaquer, ils vont se positionner. Donc, M. Antoine, il ne devait pas faire cette sortie médiatique en disant que le groupe kenyan vont entrer dans telle partie du pays. Donc, il ne devait pas dire ça parce que déjà, ça fait montrer à la population ou bien au niveau international ou bien au niveau national que M. Antoine n'a pas la maîtrise de son pays. Parce que d'abord, ces gens-là, avant d'y entrer, certainement ils étaient en concertation, bien en causerie avec M. Antoine. Maintenant, comment M. Antoine, lui étant garant de la nation, il a parlé de telle partie, et puis ces gens-là encore, ils ont pris ils ont pris le chemin qui est différent de ce que M. Antoine avait dit. Donc c'était vraiment une sortie ratée. Voilà, l'insécurité, ce n'est pas seulement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, au niveau de l'Ouest, on assiste aussi à des situations terribles d'insécurité, notamment dans le Grand Bandundu, où on parle d'un conflit interethnique entre les Téké et les Yaka. Le gouvernement congolais a évoqué une main noire, tandis que les gouverneurs du Grand Bandundu réunis, eux, ils parlent d'une infiltration. Quelle analyse faites-vous de cette situation dans cette partie de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À ce qui concerne l'insécurité qui règne au niveau de l'ouest de la République, précisément dans les grands Bandundu, moi je dirais que c'est un problème d'infiltration. Ce n'est pas un problème ethnique, c'est un problème de l'infiltration. Comment c'est un problème de l'infiltration? Il y a des gens qui sont infiltrés la population de la Bandundu. Ces gens-là sont intégrés une partie au niveau des tribus Téké, puis une autre partie au niveau des tribus Yaka. Ces gens-là sont en train de créer des désordres au sein de tribus Yaka, et puis dès qu'ils finissent, ils vont encore, quand ils créent des désordres, ils créent des désordres sous le label de Téké, sous le label des tribus Téké. Maintenant, après avoir quitté les tribus Yaka pour aller dans les tribus Téké, là-bas encore, ils vont faire encore des désordres dans le label ou bien dans les casquettes du tribu Téké. Donc, pour mettre ces deux tribus en conflit. Donc, mais d'où viennent-ils ces gens-là? Est-ce que vous avez une idée de ces gens-là? D'où viennent-ils? Qui sont-ils pour arriver jusqu'au Bandundu et créer cette instabilité? D'après mes sources d'information, ces gens-là sont venus de l'Est du pays. Parce que ces gens-là sont en train de parler la langue ougandaise et puis la langue rwandaise. Donc, selon les témoignages des habitants du Grand Bandundu, oui, bien sûr. Ce sont les échos qui nous parviennent aussi. Bien sûr. Donc ces gens-là
ne parle pas lingala, ne parle pas lingala, parle de la langue rwandaise et puis de la langue ougandaise. Donc moi, dans cette situation, moi, j'attaque plus le gouvernement. J'attaque plus le gouvernement parce que, en principe, si on était dans un pays sérieux, si on avait peut-être des gouverneurs aussi sérieux, à ce moment-là, peut-être devait être en mesure d'identifier ces gens qui créent des désordres au sein de notre pays. Parce que c'est très risquant. Parce que ces gens-là, déjà, se dirigent, sont maintenant non loin du plateau de Bateke. Parce que hors plateau de Bateke, c'est déjà Kinshasa. Quand ils vont envahir Kinshasa, donc ça serait très grave. Mais qu'est-ce qui justifie cette petite contradiction entre le gouvernement et les gouverneurs du Grand Bandundu réunis? Le gouvernement parle d'une main noire, tandis que les gouverneurs du Grand Bandundu réunis parlent d'une infiltration. Qu'est-ce qui justifie cette petite contradiction? D'abord, la contradiction, ça se situe au niveau de leurs responsabilités. Chacun d'entre eux ne veut pas assumer ses erreurs, ne veulent pas assumer ses incapacités. C'est par là que entre eux, ils se mettent en confusion. Mais moi, en tant qu'analyste, je dirais que le gouvernement central, le gouvernement central est fautif à 100%. Parce que c'est lui qui gère le gouvernement provincial. Donc, il est censé de maîtriser, il est censé de bien connaître la situation générale de toutes les provinces. Mais ce qui n'est pas le cas pour notre gouvernement. Donc, il n'arrive pas à mesurer il n'arrive pas à mesurer d'identifier les problèmes qui se créent au sein des Grand Bandundu. Donc, ce qui montre noir et blanc que nous avons un gouvernement des incompétents. Voilà, beaucoup d'analystes pensent qu'au regard de la situation actuelle d'instabilité dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, beaucoup d'analystes pensent que les processus de la balkanisation de la RDC est déjà en marche. D'abord, moi, idéologiquement, je suis lumumbiste. Du point de vue idéologique, je suis lumumbiste. Donc, j'envisage jamais que mon pays soit balkanisé. Mais du fait de ce qu'on est en train de voir, surtout par rapport aux informations que j'ai, surtout au niveau de Nagana là-bas, donc ça fait déjà montrer que les indices de balkanisation. Parce que déjà au niveau de Bunagana, pour votre information, la population commence déjà à utiliser la monnaie shilling, la monnaie ougandaise. Donc déjà, l'utilisation déjà de la monnaie est shilling, et puis l'administration au niveau de Bunagana, c'est dans la main des occupants. Donc c'est eux qui sont en train de prendre le taxe, tout ça, c'est eux qui sont en train de prendre tout ça. En regardant tout ça, déjà ça fait montrer déjà déjà un processus de la bancarisation. Or, moi personnellement, je ne suis pas d'accord pour ça, parce que moi, comme je dis, que je suis idéologiquement lumumbiste, donc je n'ai jamais encouragé que mon pays soit balkanisé. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que je reçois sur ce plateau Bardeli Malonga. Il est donc analyste politique. Avec lui, nous sommes en train de passer en revue quelques questions d'actualité de l'heure en rapport avec la République démocratique du Congo, son pays d'origine. Nous allons parler politique à présent, Bardeli. Aujourd'hui, on assiste à une guerre entre Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et l'UDPS, et pourtant ils sont tous membres de l'Union sacrée chapeautée par Félix Tshisekedi. Quelques députés, une quarantaine de députés de Moïse Katumbi ont quitté Moïse Katumbi pour faire allégeance à Félix Tshisekedi. Vous avez suivi cette situation. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant qu'analyste politique? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. D'abord, en regardant tout ce qui se paye, tout ce qui se fait au niveau de l'Union sacrée, donc je dirais que, vous savez, ça nous montre qu'ils sont en train de gérer mal les pays. Parce que lorsque vous êtes dans un regroupement,
ou vous êtes en train de gérer quelque chose. Si vous évoluez dans les bons, vous allez toujours évoluer très très bien, il n'y aura pas de dispute. Mais si vous commencez à l'interne, vous commencez à se discuter entre vous, ça montre que ça ne va pas à l'intérieur. Tout ça, ça vient d'où? Tout ça, ça vient par rapport à l'ingérence du pays. Donc le pays est mal géré. C'est pour cela chacun d'eux commence maintenant à se faire sauver. À se faire sauver. Comme M. Antoine, celui qui est le numéro 1 de ces plateformes, il veut maintenant, faire de sorte que ses alliés puissent être un peu leurs députés en faisant à l'air débauchant ses députés. Donc, le désordre qui se crée au sein de l'Union sacrée, donc ça nous fait montrer leur incapacité de gérer. Mais les guéguerres ne sont pas seulement dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, au sein de la Mouka, il y a aussi une guéguerre entre Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. Aujourd'hui, c'est les divorces consommés. Bon, en fait, ce n'est pas encore divorce officiellement. Donc, parce que jusque-là, mon premier Mouzito n'a pas encore dit son dernier mot sur la séparation avec le président élu Martin Fayoulou. Donc, jusqu'à présent, il y a un peu de tiraillement, mais ce n'est pas encore officiellement que M. Mouzito s'est retiré de la plateforme. Donc, tout ça, je dirais que M. Mouzito n'est pas vraiment stable politiquement. Oui, comment ça, Mouzito n'est pas stable politiquement? Il a été avec le patriarche Antoine Gizenga dans Palou, et puis après, il a occupé plusieurs fonctions en tant que ministre et premier ministre. C'est un monsieur stable quand même. Hein? Non, il n'est pas stable, parce que quand on dit la stabilité, c'est par rapport à la vision aussi. Parce que vous êtes ensemble avec ton ami à laquelle vous avez établi des visions ensemble, tout pour faire une lutte. Mais de l'autre côté, tu pars à le négocier sans pourtant que ton ami soit au courant. Il est allé négocier avec qui? Mais il est en train de négocier avec M. Antoine par le biais de M. Patrick Mouyaya. Mais non, moi j'ai suivi le secrétaire général du parti cher à Adolphe Mouzito, M. Blanchard Mongomba, dire qu'ils n'ont jamais traversé dans l'Union sacrée. Bon, jusqu'à présent, officiellement, M. Blanchard ne va pas dire ça. Mais déjà, avec les paroles que M. Mouzito est en train de sortir dans sa bouche, donc ça nous montre que donc, il a déjà une position en dehors de la Mouka. Parce que dans la bloc patriotique, Nouvelle Ulan, c'est représenté par le secrétaire général Blanchard Mongomba. Mais M. Mouzito, à tout moment, il fait que... Mais est-ce que Mouzito n'a pas raison lorsqu'il reproche à Martin Fayoulou d'avoir fait un rapprochement avec ceux qui ont détruit les pays pendant 18 ans, notamment le FCC de Joseph Kabila? Bon, en fait, M. Mouzito n'a pas une leçon à donner M. Fayoulou à ce qui concerne M. Kabila. Parce que mon premier Mouzito, il fait partie des acolytes de M. Kabila. Parce qu'il a travaillé avec Kabila. Il a dirigé avec Kabila. Donc, si on est dans un stade pour sauver le pays, donc on peut se mettre dans une table et puis parler, et puis pour trouver une solution pour aller de l'avant. Donc, parler avec M. Kabila, c'est pas un péché. Parce que M. Antoine aussi, il a parlé avec Kabila. Si parler avec Kabila n'est pas un péché, Mouzito peut aussi parler avec Tshisekedi, ce n'est pas non plus un péché. Non. Hein?
il faut faire une position officielle. Monsieur, Monsieur Fayulu, il a fait sa position officiellement. Ce n'était pas d'une manière obscure, non. C'était d'une manière officielle. Donc Muzito est en train de parler d'une manière obscure avec Félix Tshisekedi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que M. Fayulu, il a fait rapprochement avec M. Kabila. Ce n'était pas lui directement comme ça. Non. C'était l'appel de CALCC et Milapro. CALCC et Milapro, ils ont fait l'appel à M. Fayulu et puis à M. Kabila. Et puis c'est par là qu'ils se sont retrouvés. Et puis M. Fayulu, avec son esprit ouvert, il a intéressé aussi M. Muzito. C'est par là que M. Muzito il avait délégué son secrétaire général qui part représenter Nouvelle-Élan dans la bloc patriotique. C'est même la femme de M. Muzito et ses enfants étaient dans le marche organisé par Milapro et CALCC. Donc aujourd'hui, si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que Muzito est déjà un pied dedans, un pied dehors. Oui, oui. Muzito, il joue dans le jeu. Il joue dans le jeu de la lumière et de l'obscurité. À un moment donné, il est dans la lumière avec Fayulu, et puis à un autre moment, dans l'obscurité, avec M. Antoine. Donc, c'est une personne à craindre au sein de plateforme Lamuka. Voilà, merci beaucoup Oubardeli pour tes analyses aussi pertinentes. Je pense que ceux qui nous suivent vont vous juger sur vos propos. Voilà, parlons maintenant du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui lui persiste et signe à la fin du mandat de Félix Tshisekedi. L'UDPS partagera le bilan avec tous ceux qui ont géré avec eux, notamment Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Êtes-vous de cet avis? D'abord, moi je dirais que c'est une mauvaise pensée, une mauvaise réflexion de la part de M. Augustin Kabouya. Donc, je suis très abasourdi vraiment d'écouter ces genres de pensées d'un secrétaire général qui réfléchit en même lieu que Fils Moukoko qui est un simple militant. Parce que si dans un groupe où vous êtes ensemble avec les amis, et puis vous commencez maintenant à faire quelque chose où la chose en question n'aboutit à rien, et puis vous commencez maintenant à responsabiliser chacun de tes amis. Donc ça montre que vous n'êtes pas préparé pour faire la chose en question. Par là, je voulais vous dire quoi? Que l'UDPS n'était pas préparé pour diriger le pays. Comment ça, l'UDPS n'était pas préparé? L'UDPS a fait 37 ans de lutte. Aujourd'hui, au-delà de 37 ans de lutte, donc ça dit qu'ils ont eu le temps de bien se préparer pour gérer les pays. Ouais, je soutiens toujours ma thèse que l'UDPS n'était pas préparé pour diriger les pays. Comment? Parce que depuis qu'ils sont là, c'est M. Antoine qui sont en train de gérer. C'est lui le garant, c'est lui le numéro 1 de la nation. C'est lui il est là pour contrôler et puis il est là pour le bon fonctionnement des institutions et puis le bon fonctionnement du pays. Mais au niveau où nous parlons, si l'UDPS commence maintenant à responsabiliser leurs échecs, donc ça fait montrer qu'ils n'étaient pas préparés. Parce que s'ils étaient préparés, donc M. Augustin Kabouya ne pourrait pas responsabiliser leur échec à ses alliés. Parce que si ils étaient à mesure de bien gérer, si peut-être que leur gestion était 100%,
ou bien 80%, je ne pense pas que Messier Augustin Kabouya aurait à avoir le courage de dire à la masse que si on a réussi, c'est grâce à tel. Donc, selon vous, Augustin Kabouya, en disant ça, il sent déjà que le bilan est catastrophique et il ne veut pas le porter seul, c'est ça? Bien sûr. Mais moi, je dirais que c'est une pensée vraiment, une mauvaise pensée. Et pourtant, le bilan, il n'est pas catastrophique parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a ramené les budgets de la RDC à peu près à plus de 14 milliards de dollars. Il y a la gratuité de l'enseignement. Lui-même, sur France 24, il a dit qu'il a lancé la gratuité des soins de santé. Les choses évoluent quand même positivement, hein. Donc, moi, je dirais que quand je dis que son bilan est négatif, son bilan est largement vraiment négatif. Donc, parce que tout ce qu'il est en train de dire là-bas, donc c'est rien. Donc, il est en train de faire ce que moi j'appelle le discours cosmétique. Donc, sur le discours d'apparence. Donc, il veut montrer l'apparence à la communauté nationale et internationale qu'il est en train de faire des histoires au sein du pays. Or, ce qui est faux, et archi faux. Parlons juste même de la gratuité. La gratuité, donc ça n'évolue pas bien. Ça n'évolue pas bien. D'abord, les enfants. Les élèves d'abord n'étudient pas dans de bonnes conditions. Les infrastructures scolaires ne sont pas très bien. Et puis d'abord les enseignants ne sont pas très bien rémunérés. Et puis les enseignants, donc ils ont avec beaucoup désaérés. Mais est-ce que le problème était d'envoyer les enfants à l'école ou de mettre les enfants dans de bonnes conditions? Les problèmes, d'abord, si on était dans le pays sérieux, d'abord les problèmes, c'est d'abord envoyer les élèves à l'école et puis deuxièmement, dans de bonnes conditions aussi. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'envoyer les élèves ou les enfants pour ne pas avoir de bonnes matières et puis être dans de mauvaises conditions. Donc, ce n'est pas vraiment ça, ce qui est important. Important est que les enfants aillent à l'école et puis se retrouvent dans de bonnes conditions. Parce que ce n'est pas logique. Dans un bail, les élèves s'aimer 4, 5. Ce n'est pas normal. Donc, c'est pas bien. Les enfants ne seraient pas très bien aérés. Voilà, Bardeli, nous allons petit à petit, nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Mais une question quand même avant de prendre l'autre volet de l'émission. Si il vous était demandé de comparer aujourd'hui Félix Tshisekedi ou bien encore de les côtés, en les comparant aux autres prédécesseurs qui sont passés à la tête de la RDC, combien est-ce que Félix Tshisekedi peut avoir sur l'échelle des 10? Bon, sur une échelle de 10, M. Antoine peut avoir 3,5 sur 5, 3,5 sur 10. Bardeli Malonga, c'est le propos tenu dans cette émission, n'engage que leurs auteurs. Bardeli, nous allons parler élections. 2023 arrive, tout le monde se prépare pour les élections, mais en suivant l'évolution de l'actualité, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme situation d'insécurité, est-ce que vous croyez encore à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si j'ai une bonne mémoire, au mois de février dernier, toujours avec vous, je vous avais parlé que M. Antoine, il est déjà en train d'organiser le glissement avec son bureau machiavélique. Pourquoi j'avais déjà dit ça? Parce que à l'heure où nous sommes, c'est pratiquement impossible qu'on puisse avoir les élections. Parce que si M. Antoine était ouvert avec la volonté d'organiser les élections, il devrait déjà mettre tous les dispositifs en place. Entre autres, le calendrier électoral devrait déjà être en place.
Or, jusqu'à présent, il n'y a pas aucun, il y a aucun calendrier électoral. Mais Félix Tshisekedi est passé sur France 24 toujours. Il a dit que le calendrier n'était pas un problème, qu'il va venir même plus tard. Là, ce sont des discours cosmétiques. Donc, il est en train de faire ça, il est en train de faire des sorties ratées. Parce que, comment le calendrier ne pas avoir un problème? Sur base de quoi nous allons y arriver aux élections? Sur base de quoi? Or, le calendrier, c'est un chemin, parce que les élections, c'est un chemin. On doit d'abord passer par identification, passer par l'enrôlement, passer par la cartographie, électorale. La cartographie électorale. Mais or, tout ça, ça prend du temps. C'est pas dans dans 2 mois, 1 mois, on va faire tout ça. Non, ça prend du temps. Donc, il est en train de nous dire des paroles cosmétiques, des paroles qui nous montrent l'apparence comme ça que ça va se réaliser. Mais en réalité, c'est pratiquement impossible à la stade à laquelle nous sommes pour qu'on puisse en avoir des élections. C'est pratiquement impossible. Voilà, nous avons aussi suivi dernièrement la sortie médiatique de l'ancien président de la CENI qui, lui, a dit qu'il a subi des pressions pendant son mandat, qu'il a subi des pressions de la part de certaines autorités au niveau du pays, mais aussi au niveau international en ce qui concerne la publication des résultats. Est-ce que vous ne craignez pas que cela soit le cas aussi pour celui qui est à la tête de la CENI aujourd'hui en la personne de Denis Kadima? D'abord, Denis Kadima, c'est un acolyte de M. Antoine. D'abord, tout ce qu'il va faire, il va faire au profil de M. Antoine. Donc, par rapport à ce que l'ancien président de la CENI avait parlé concernant la pression qu'il avait eue, donc moi je dirais que ça ne serait pas, pareil. Pourquoi ça ne serait pas pareil? Parce que Denis Kadima, il va subir une force derrière lui. Donc il va subir la force de la population. Donc ça ne serait pas vraiment pareil avec ce que M. Mulunda, avec ce que... Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites que Denis Kadima va subir la pression populaire? Ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire que la population, ces derniers temps, est très très mature. Donc la population n'est plus comme il l'était auparavant. Donc ils sont en train de surveiller tous les mouvements à la loupe. Donc cela veut dire que la population doit éveiller par rapport au déroulement des élections. Donc, ils vont très, très, très bien éveiller en tout et pour tout. Donc, si le président de la CENI se met à commettre encore la même bêtise qu'avait commis l'ancien président de CENI, à ce moment-là, la population va se manifester. Voilà, on va finir avec vous, Bardeli. Vous êtes jeune, vous vivez dans la diaspora congolaise. Que dites-vous de la situation actuelle au niveau de Kinshasa avec ces phénomènes de gangs urbains communément appelé Kuluna? Toi, tu es jeune. Quand tu vois de jeunes comme toi en train de tenir des machettes, couper les autres jeunes et s'attaquer même aux policiers, qu'est-ce que vous vous dites, vous, en tant que jeune de la diaspora? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vraiment déplorable, moi, en tant que jeune, de voir mes frères jeunes comme moi faire ce genre de comportement. Vraiment, ça me fait très très mal. Surtout que quand je réfléchis que la jeunesse c'est l'avenir du demain, donc ça me fait très très mal. Parce que avec ce qui se passe au niveau de la ville-province de Kinshasa, donc j'aimerais un peu pencher un peu du côté plus peut-être dans la commune de Kimanteke. Ce qui se passe, ça fait très 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 mal. Le banditisme urbain, communément appelé Kuluna, ces derniers temps, sont fait leur retour avec une force très élevée vraiment. Donc ils sont en train de
ils sont en train de paralyser des avenues, paralyser des quartiers, non seulement de paralyser par l'air des autres, mais ils arrivent voire même à tuer les gens. Donc, ils transforment le corps humain en un abattoir. Donc, ça fait très mal de voir ces genres de situations envers la jeunesse. Mais quelle peut être la solution à cette situation selon vous? Est-ce que le gouvernement a une part de responsabilité? Moi, je dirais que dans ces dossiers, le gouvernement n'a seulement une part de responsabilité, mais le gouvernement a la responsabilité à 100%. Comment à 100%? Parce que ces jeunes-là, si aujourd'hui ils se mettent à faire de désordre, parce que ce sont désœuvrés. Cela veut dire que ces jeunes-là, ils se sont restés seuls. La politique les ont laissés à leur triste sort. Donc si aujourd'hui la politique s'intéresse entièrement à la jeunesse, donc certainement, il n'y aura pas ce genre de bavure au niveau de la jeunesse congolaise. Excusez-moi de vous dire que moi, j'ai eu à parler avec des Koulouna. Je leur demandais, qu'est-ce que vous faites pour créer des désordres, pour bagarrer entre vous? Ils me répondent, oh non, on le fait pour protéger la terre. Pour protéger la terre, quelle terre vous protégez? Oh non, cette terre ici. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez à la fin de vos combats? Oh non, on gagne la gaz. Donc vous comprenez que ces jeunes-là, donc ils se bagarrent entre eux, donc parce qu'ils n'ont rien à faire. Si aujourd'hui, il y a une solution pour eux, donc, crois-moi qu'il y aura la diminution même en termes de 80% de ce genre de comportement. Merci beaucoup, Bardeli. Nous sommes arrivés à la fin. C'était un plaisir pour moi de te recevoir sur le plateau de la diaspora. Un mot quand même à tous ceux qui vous ont suivi avant que je ne désannonce l'émission. Merci d'abord pour l'invitation et puis je remercie toute votre équipe. Et puis, avant de passer à ma conclusion, j'aimerais un peu lancer un mot, toujours par votre autorisation, à l'égard du procureur général de la République. Il vient récemment ici de faire une proposition pour alourdir l'infraction concernant l'offense ou l'outrage au chef de l'État. Donc, je veux lancer le message au procureur général de la République en disant que ce n'est pas de la manière qu'on pourrait aider notre pays. Ce n'est pas de la manière. Il y a beaucoup de moyens pour faire des propositions. Ils peuvent faire des propositions peut-être dans le secteur de la justice, surtout plus peut-être pour les gens qui sont en train de faire le détournement colossal, qui sont très néfastes pour notre pays. Peut-être dans ce contexte-là, ils pourraient faire des propositions pour alourdir un peu des peines pour les gens qui vont commettre des détournements dans le dernier le détournement des derniers public. Mais lui, il a voulu faire une proposition pour alourdir la peine dans l'infraction de l'outrage et puis de l'offense contre le chef de l'État. Donc, ce n'est pas de la manière qu'on doit aider notre pays. Ma conclusion va plus au niveau de la jeunesse congolaise. On est jeunes. L'avenir de notre pays, ou bien le destin du pays, c'est entre les mains de nous, jeunes. Donc, nous avons le devoir de remonter ou bien de réveiller notre conscience pour qu'on puisse se prendre en charge, prendre notre destin en main
pour l'avenir de notre pays. Merci. Merci beaucoup Bardeli, c'était un plaisir pour moi de te recevoir sur le plateau. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous êtes de la diaspora congolaise. N'hésitez pas de contacter ce magazine sur le plateau de la diaspora pour émettre votre point de vue, vos analyses, vos commentaires sur les questions d'actualité socio-économico-politique. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à très bientôt. Portez-vous bien. Bondi Melanga, Congo et Kiti na États-Unis d'Amérique, Mboka ya Noko Sampe Joe Biden. Ozolo tate, ozo revépété, awa, tozali en plein cœur ya États-Unis d'Amérique, plus précisément na Northern Kentucky, na ville ya Florence, et pa iwapi okokuta, Store Diakas International Market, Store ya liboso, pe moko kaka oyo ezoteka biloko ya Congo na États-Unis. Awa, okokuta biloko oyo oliakala na Congo pe etika o na posa, lokola, kuanga ya mongwele oyo ya bateke, manioko ya fresh, bitoyo ya Lubumbashi, ndakala, fumbwa ya Congo, mafuta ya mbila pona kolamba pondu, pe biloko ndenge na ndenge. Kote ya ba boîte de conserve kutu kolobate, ba pilcha, ba salsa, ba execteur, nyonso wana okokuta yango na Store Diakas. E bongo mbisi ya mai pe ya kokauka. Neti kaka na wenzi sekli na mbandaka. Nyonso oyo okozwa yango awa na Store Diakas International Market na ba prix moko abordable défiant toute concurrence. Boyoka Yemoko, les propriétaires, le seul et l'unique opérateur économique reconnu officiellement par l'État ya Kentucky, oyo azwela yango ba licence Didier Diakandulu ndenge ya sololi. Store Diakas International, donc tozali awa ndenge bozomona, tozali na biloko kolia nyonso ya biso ba congolais, tozali na ba mafuta, ba Thomson, ba mpiodi, ba pondu, ba matembele, ba bitekuteku, o nyonso ya bio esengeli na biso to letango tozali okola na Congo, tozali nango na kati ya store awa. Comme d'habitude, tosenga na bandeko, boleka ka bokonye koleka ndenge bo supporter store na bino depuis plus de 4 ans tozo opérer awa, bo continuer koleka bo se retrouver vraiment côté Kolia. Tosengi pe na bandeko yo bazali ya Brazzaville, bandeko ya Gabon, Nigeria, Cameroun, Ghana, boleka awa po tozo sala tozo mixer ba biloko ya bandeko mosusu. Mais vraiment côté na biso ba congolais nyonso ezali toza pe na service ya routine na mbongo RIA Western Union, à chaque fois que nous avons na Congo, ou les Kinakacha Store awa. Et puis, nous avons la delivery, si vous commandez il y a plus de $50. Nous avons ticket Lyon, mais nous avons fandi na Cincinnati, Hebron, Walton, Erlanger, na Florence. Nous avons ticket Lyon, donc nous avons na bino. Ndenge kakaboyo kibino moko. Store Diakas eza kaka pona ba Congolais te, mais pona ba Africain nyonso. Ata pe Américain, akoki na ekokota. Ba Congolais na ba Congolaise, ba sepeli pe bazo continuer ko sepela na Store Diakas International Market pour pasi ya kotinda glaciaire na Congo. Et sili, soki kaka olingi kolia bio na ndenge ya Congo, koma kaka na Store Diakas oza ya kosepela mobimba. Awa tona kata store à papa Didier, au papa na biso, père na biso, vieux na biso, camarade na biso, store a mené ba congolais bengi batutu, blo relié zali, blo relié yango ba potota bana, ba jus, bilamba, ba transfert, au moins lo ya père na biso photo soutenir en. Ah tona kata ya store na biso ba congolais, tona poso lia biloko nyonso ya Congo. Ah ouais, c'est papa Didier donc pour ça c'était nyonso. Au lukelo côté donc nyonso ça. Nous sommes dans notre store africain Diakas. C'est là où on achète, comme on dit, les choses bio. Bien, biloko bio, biloko Congo, ba maebo, ba kwanga, ba mbiso kauka, ba ndakala, donc
tout oyo toliaka na kini c'est grâce à Store Diakas nde bisika tozora biloko wana. Alors tous les Congolais là où vous êtes, vous pouvez venir consommer. Ah ya wana kata Congo quoi. Libanda nango to soutenir, to se soutenir en fait. Zala lokola ba Sénégalais, zala lokola ba Spanish à kolongwa banda Erlanger ayo kosombaka na boutique ndeko ezaka na Florence. Cet amour là, c'est ça ce qu'on a besoin pour l'avancement de notre pays en fait et puis pour notre communauté congolaise. Merci beaucoup alors, soyez les bienvenus au Store Diakas. Boya na store à Papa Didier, boya kosomba biloko, nyonso tu bokoluka ezali pondundunda makayabu, tout oyo bolingaka eza awa na store ya Papa Didier Diakasi. Donc bozala desite biloko bien, ba date d'expiration ezana nouti na 2023. En tout cas boya vraiment bozala desite store moko kitoko, Papa Didier umela Zambe abatela yo pe store na yo e umela lisusu koleka. Store Diakas eza esika ya kobunga te. Pona bandeko ya Cincinnati, Louisville, pe Lexington, zwa kaka maps na yo, beta kaka 7009, Dixie Highway, Florence, Kentucky 41042, mbala moko ekobwaka yo na Highway 275. Quelques minutes ya pamba, oza mobimba na Store Diakas. E bongo bandeko ya Florence, Erlanger, Union, Walton pe nzinga bino kutu, bokula kaka, Dixie, oza mobimba na Store Diakas. Na Store Diakas, okokuta pe service ya transfert d'argent et zawana. Et bongo po na delivery, benga kaka Diakas International Market na 859 866 9041 oza mobimba. Ba commande na yo sans likukuma na palais. Wow. Avec Store Diakas, tozolia bio na kati ya États-Unis. Pasi ya o benga Congo, tindelanga glacière, salelanga glacière et sili. Store Diakas, c'est la différence. Nalekio.